cher ami, M. Cochet. Effectivement, je dirais pas que je suis ému, parce que ça serait un peu exagéré, mais je suis très content de me retrouver là. Ça s'est passé tout à fait. J'ai rebondi sur votre aimable proposition. Hein. C'était pas du tout prémédité, loin de là. Chez l'éditeur, d'ailleurs, Recherche Midi, ne comprenait pas très bien pourquoi le Crédit Lyonnais. Et puis, effectivement, je me suis dit que, au fond, c'est vrai que ce bouquin préconise que la France peut prendre le maillot jaune dans les années 2050, milieu du siècle, et que c'était pas bête finalement de faire ça ici. Alors le Crédit Lyonnais, en plus, pour moi, c'est la banque. Le Crédit Lyonnais égale banque. Quand j'étais gamin, je passais tous les jours devant ce qui était d'ailleurs la banque de ma maman, qui n'était pas une très bonne cliente, parce que les vraiment étaient difficiles, mais c'était sa banque, et ça s'appelait le Crédit Lyonnais. Effectivement, c'était à l'angle de la rue de Passy et de la rue Vital. Voilà. Et donc pour moi, une banque, c'était le Crédit Lyonnais, par définition. Donc j'y suis d'ailleurs revenu, vous le savez, puisque c'est ma banque perso et ma banque de la société XLCO. Et donc c'est vraiment, et c'est vrai que nous avions signé ce maillot jaune en 1987, après que vous ayez été successivement, vous avez dû avoir les casquettes jaunes, enfin pas mal de choses, et vous étiez en concurrence avec la BNP, qui avait les dossards d'ailleurs. Et puis finalement, vous l'avez emporté après Banania. J'ai pris la suite de Banania. Et pour la petite histoire, et ça, je l'ai révélé dans un bouquin qui est paru en 2007, Sauvons le Tour. Il faut savoir que c'est assez historique, le premier maillot jaune a été porté par Naïjdan à Berlin. Et que ce premier maillot jaune, le lendemain, d'ailleurs c'était un Polonais qui le portait, ça ne manquait pas d'intérêt, nous sommes en 1987. Et je révèle une chose qui n'a pas intéressé la presse, parce qu'ils ont été plus intéressés par le chapitre sur le dopage que celui-là. Je révélais dans ce livre que nous étions en deux doigts que ce premier maillot jaune aurait dû franchir le mur. Nous étions en deux doigts de réussir le passage du mur en 1987 avec le Tour de France, grâce d'ailleurs à l'entremise de Georges Marchais, et le maire de Berlin qui était d'accord, le groupe Amaury aussi bien sûr, avec l'accord de Necker, et c'est finalement, pour la petite histoire, le président du comité olympique de RDA qui s'est opposé, qui était plus important dans le parti que le Premier ministre. Et donc ça ne s'est pas fait, ça aurait encore été plus historique, mais je vous assure que ça avait de l'allure le matin. Le coureur polonais, parce que quand on est reparti de Berlin, il y avait déjà eu une étape aussi en plus du prologue, et le coureur polonais devant le mur avec le maillot jaune, ça manquait pas de sel, il faut le savoir. Donc c'était effectivement, ceci explique cela, et je pense aussi qu'aujourd'hui, on peut, et le Tour de France m'a amené à découvrir au fond toutes les capacités de ce pays. En allant à travers le pays, cher Jacques, cher ministre, tu le sais, nous sommes allés chez toi, à Millau par exemple, et quand on va chez toi, tu m'expliquais le gant, tu sais que j'ai encore toujours le petit porte-clés avec le gant, et on fabrique des gants. Donc chaque fois qu'on va quelque part, quand on fait le Tour de France, on s'aperçoit qu'il y a dans ce pays, c'est un pays formidable, et c'est ce qui m'a amené à faire ce livre avec Pierre Bonte, qui est La France citoyenne capitale. Ce pays est vraiment un pays, vous le savez, vous qui êtes dans la banque, un pays qui a des ressources extraordinaires. Et en 2009, avec Philippe Folliot, qui peut-être nous rejoindra, en tout cas qui sera représenté, parce que vous savez qu'il y a en ce moment même à l'Assemblée une discussion sur le problème de la piraterie en mer, et Marine, qui quelque part le sait, nous nous préoccupons actuellement avec le club parlementaire mer et océan de cette question. C'est ce soir que ça se vote, et Philippe Folliot est évidemment attentif, c'est pour ça que soit il nous rejoindra, en tout cas il est avec nous. Nous avons écrit en 2009 un ouvrage qui s'appelle France sur mer, un empire oublié. Et dedans nous expliquons que la France, avec son territoire et ses savoir-faire, et notamment ses savoir-faire dans l'exploration et l'exploitation des océans, a la capacité pour être la première puissance mondiale. Alors, on a un peu souri quand on a dit ça, mais il faut donner quelques chiffres qui sont rappelés dans le livre qui est là, Paris en France. La France, ce qu'on vous apprend, c'est que c'est un petit pays, 42e du monde, avec ses 550 000 km². Ça, c'est scandaleux qu'on apprenne ça aux enfants encore à l'école. C'est scandaleux. La France n'est pas le 42e pays du monde, c'est le 6e territoire mondial. La France, c'est pas 550 000 km², c'est 11 millions de km².
C'est devant la Chine, la France c'est plus grand que la Chine, c'est plus grand que l'Inde. Aujourd'hui, il est plus important d'avoir des kilomètres carrés d'océan que des kilomètres carrés de zones désertiques. Et comme nous avons en plus le savoir-faire dans l'exploration et l'exploitation des océans, on a là devant nous, je m'adresse aux jeunes, Raphaël et à Shiloh, on a là devant nous, avec le savoir-faire qu'ont nos jeunes, la capacité pour être la première puissance mondiale. C'est ce que j'ai voulu démontrer ici. On oublie aussi, par exemple, que la France est la seule nation qui est sur 4 continents. Sur 4 continents. C'est le seul pays, la seule nation qui a le premier et le dernier fuseau horaire. Ce matin, la journée a commencé, ils sont déjà demain. On est déjà demain en France. À Wallis et Futuna, c'est déjà demain. Mais les autres, ils sont quasiment pas encore, ils viennent à peine de se lever, c'est en Polynésie. Donc on a le premier et le dernier fuseau horaire. Également, petit détail qui a son importance, et mon ami Bertrand va écouter ça avec intérêt, comme Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas pu venir ce soir d'ailleurs, parce qu'il est dans sa circonscription, il faut l'excuser. Comme Annick aussi, je voulais le dire, Annick Girardin, que tu connais, Jacques, Annick Girardin, qui vient d'être nommée secrétaire d'État à la francophonie et à qui est ce qu'on appelle le développement, qui est la coopération, qui est députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui donc s'est excusé, donc on ne va pas être des nôtres. Eh bien, il faut savoir que le territoire français, dont je viens de vous parler, sous souveraineté française, 92% de ce territoire est hors d'Europe. Moins de 8% de notre territoire national est en Europe. Vous imaginez bien que dans le débat actuel, c'est une révélation, parce que pour beaucoup c'est une révélation très importante. La France est aussi le pays qui a le plus de voisins dans le monde. Nous avons 15 voisins terrestres, 28 voisins entre terrestres et maritimes. Donc ça nous donne une dimension et des responsabilités planétaires hors du commun, uniques. Alors dans ce livre, très rapidement, vous le lirez, parce que chacun pourra en prendre, hein, on vous les offre, c'est XLCO, c'est 24 ans qui vous offre les livres, donc je vous mets à l'aise, chacun en aura. Dans ce livre, il y a à la fois un inventaire que j'ai voulu faire. Alors on m'a traité un peu de fou, les amis journalistes économiques. Il est même un peu long, pardon, je sais que l'éditeur trouvait que c'était un petit peu long le passage où je présente. J'ai voulu faire un inventaire le plus large possible de toutes nos forces, pas seulement nos entreprises dans le domaine maritime, mais dans l'ensemble des secteurs qui concourent à l'économie. C'est pour ça que j'ai un peu raconté, au début il faut se nourrir, après on se distrait, après on se déplace, etc. Et dans tous ces savoir-faire de la banque aussi, l'assurance, j'ai découvert des choses étonnantes. Il y en a que je suis d'oreille, qu'on soit bon dans l'aéronautique, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, oui, ou dans l'événementiel sportif. Je n'en doutais pas. Que le premier assureur mondial soit français, ça m'a un petit peu surpris, avec 92 milliards de chiffre d'affaires, ça, rien que ça. Dans des domaines comme la robotique, les nanotechnologies, enfin plein de domaines, y compris d'avenir, nous sommes des leaders mondiaux. Donc c'est quelque chose d'important. J'ai voulu faire d'abord cet inventaire. Donc ça c'est la première partie de l'ouvrage. La seconde, ce sont des propositions, appelons ça politique, alors très iconoclaste. Vous savez que moi je ne me situe pas, si je puis dire, en dehors d'être un gaulliste invétéré, ce qui laisse pas mal de champs ouverts à presque, j'allais dire, rêver en tout cas. Et donc il y a des propositions, certaines un peu iconoclastes, notamment, je voulais en parler d'une, c'est là qui va vous intéresser, M. Cochet, je propose la collecte et la rémunération de l'or. Il y a dans notre pays des tonnes d'or, alors difficile à recenser, mais il y a des tonnes d'or dans les tiroirs, dans les placards. Il y a des habitudes dans des régions depuis quasiment des siècles, pour tout événement, une communion, ceci, cela, un anniversaire, on offre un Napoléon. Et le Napoléon, on range quelque part. Comme une recrudescence des cambriolages dans nos campagnes profondes, je pense que le moment est venu de proposer un système de collecte de l'or, avec forte incitation. Ça pourrait d'ailleurs être mis au service de la Banque publique d'investissement, par exemple, et tout de suite cet or, qui soit rémunéré par exemple à 0,5%, soit utilisé pour justement arriver à ce qui est le grand projet de la France, le projet mère. D'autres propositions, il y en a prise sur la participation, mon cher Jacques, bien sûr, évidemment.
avec un système de réévaluation automatique des actifs, tu sais. Tout ça existe de par la loi, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce soit mis en œuvre. Je voudrais aussi qu'il y ait, au niveau de la communication, et vous êtes un certain nombre de spécialistes de la communication ici, qu'on revoie complètement la communication qui fait qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas le moral. Pourquoi ils n'ont pas le moral? Je vous donne un exemple tout bête. On nous ennuie chaque mois avec le nombre de demandeurs d'emploi. Est-ce que ça fait avancer des choses? De connaître le nombre de demandeurs d'emploi. En dehors de foutre le moral à zéro des Français, ça ne fait pas avancer du tout les choses. Si simplement, au lieu de nous donner chaque mois le nombre de demandeurs d'emploi, on nous indiquait, avec quelques précisions, pas trop compliquées, les offres d'emploi, c'est-à-dire les secteurs où il y a des emplois qui sont vacants, ça donnerait par exemple aux jeunes, ça expliquerait aux jeunes les métiers où il y a des débouchés, de ne pas aller sur des endroits complètement fermés, sur des secteurs fermés. Ça, c'est des choses concrètes. Autre chose concrète que je propose, alors là, pardon, vous fermez un petit moment vos oreilles, vous bouchez les oreilles parce que ça ne plaira pas nécessairement aux banques, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je propose que l'on fasse coïncider les dépenses des ménages, en termes de date, avec leur rentrée. Concrètement, un foyer français, ses principales dépenses, c'est son loyer. Le loyer est exigible avant le 5 du mois d'avance. Le service n'est pas rendu. Vous avez déjà payé en plus des cautions, des loyers d'avance. Les abonnements téléphoniques aujourd'hui, mobiles, etc., tout ça est payable d'avance. Les assurances, 1 an d'avance. Et puis il y a un truc qu'il faut attendre, c'est le salaire. Là, depuis Pompidou, on vous dit, vous attendez, on vous a élevé dans le rang social, donc maintenant, on vous le verse au mois. Alors avant, on l'avait à la journée, on l'avait à la semaine. On n'était pas dans le rouge. Maintenant, on attend le mois. C'est vrai que, vous le savez, il y a de nombreux foyers qui, des chiffres assez étonnants d'ailleurs, de foyers qui se trouvent dans le rouge dès le 20 du mois. Donc,